Je suis passionné par le phénomène ou le problème de la bêtise. J'avais même projeté autrefois de lui consacrer un livre. Mais à la différence de Belinda Cannon, qui a écrit naguère La bêtise s'améliore, et de Denis Grosdanovic, qui publie aujourd'hui Le génie de la bêtise, je n'ai pas su aller au bout de mon projet. Ils n'ont donc pas calé eux. Et je leur en suis reconnaissant, car ils vont pouvoir répondre à la question qui me taraude depuis longtemps. Qu'est-ce donc que la bêtise et en quoi, qui que nous soyons et quelle que soit notre intelligence supposée, nous concerne-t-elle? Belinda Cannon. Vaste question, vaste comme la mer. Oui. Parce qu'on pourrait dire que qu'est-ce que la bêtise? Finalement, c'est ce qui est indigne d'une intelligence normale. Mais tout de suite, on a deux problèmes. On ne sait pas ce que c'est que l'intelligence et on ne sait pas ce que c'est que la normalité. Donc c'est une question si importante que finalement, moi j'ai choisi de la traiter sous un angle particulier dans ce livre. J'ai parlé de ce que j'appellerais la bêtise de l'intelligence et plus exactement du conformisme. De cette bêtise qui frappe les gens intelligents, si cultivés, si informés soient-ils, et tout à coup leur pensée bute, s'arrête contre quelque chose et ils se mettent à fabriquer du discours stéréotypé, du discours conformiste. Donc j'ai abordé plutôt cet aspect-là de la bêtise. Oui, d'ailleurs dans un livre qui n'est pas tout à fait un essai ni tout à fait un roman. C'est une réflexion à trois voix. Ce sont des personnages. D'ailleurs, celui qui dit « je » est un homme. Il y a la femme qu'il aime et il y a le grand ami Gulliver. Et à trois, en effet, ils se coltinent à ce paradoxe de la bêtise, de l'intelligence, mais justement, ça a peut-être un rapport avec notre sujet, Belinda Cannon. Pourquoi avoir choisi cette forme? Pourquoi trois personnages? Bien, je vais vous dire, parce que j'ai toujours pensé que les auteurs qui s'intéressent à la bêtise et qui en font, eux, leur sujet de choix, ce qui n'est pas mon cas, les auteurs qui s'intéressent à la bêtise sont souvent antipathiques, d'abord. Ils sont un peu acariâtres, amers, ce sont des imprécateurs, souvent. D'une part, ce que je ne me sens pas du tout être. Et d'autre part, quand j'ai voulu écrire cet essai, les idées, je les avais depuis longtemps et ça n'était pas ça mon problème. Mon problème, c'était de ne pas perdre certains de mes lecteurs ou beaucoup de mes lecteurs en cours de route parce que j'allais dire peut-être des choses antipathiques ou désagréables à entendre. Et je me suis dit qu'il fallait vraiment trouver une forme fictionnalisée pour rendre l'essai plus digeste. Alors j'ai inventé ces personnages qui dialoguent constamment entre eux. Des personnages qui sont aussi un petit clin d'œil à Flaubert, puisque ce sont des photocopistes, c'est-à-dire nos modernes copistes, et qui dialoguent, et du coup aussi parce que j'aime beaucoup cette forme du dialogue qui permet de ne pas affirmer des choses de façon péremptoire. Oui, c'est ça. Donc de ne pas être bête. Eh bien, en tout cas, de se laisser une marge de manœuvre dans le discours du jeu, disons. C'est vraiment le principe du jeu, avoir du jeu intellectuel, c'est-à-dire ne pas affirmer des choses trop catégoriquement. Le dialogue me permettait ça aussi. Alors, Denis Grosdanovic, vous n'êtes pas amer, vous n'êtes pas acariâtre, et je vous pose... Enfin, ça dépend des moments. La question, vous avez écrit Le génie de la bêtise. Alors, éclairez-moi, qu'est-ce que la bêtise et en quoi nous concerne-t-elle tous? Personnellement, dans ce livre, et c'est pas par hasard que j'ai mis en exergue la phrase de Madame de Staël, je m'attaque surtout à la sottise. Et en fait, je défends une certaine forme de bêtise. C'est-à-dire, je joue sur l'ambiguïté du terme. C'est-à-dire, la bêtise, c'est les bêtes aussi. Donc, dans ce livre, je défends en fait un peu les idiots, les gens à part, la supposée bêtise des bêtes. Donc, je me fais un défenseur. Par contre, j'attaque la sottise. Et je me suis rendu compte un peu tard, en allant voir les femmes savantes au théâtre de la Porte Saint-Martin, remarquable interprétation d'ailleurs, que mon livre se plaçait sous l'égide de Molière dans la mesure où vraiment c'est le dialogue entre Clitandre et Trissotin. Trissotin qui est vraiment pour nous le symbole même de la sottise. Et Clitandre prétend devant Trissotin que la sottise des gens savants est bien plus dommageable à l'humanité que la sottise des gens ignorants. Et c'est un peu ça. Et alors maintenant je vais quand même citer la phrase de Madame de Staël, tout mon livre est placé sous cette égide. La différence que j'établirais entre la bêtise et la sottise est que les bêtes, animales ou humaines,
s'accommodent assez docilement des lois de la nature, tandis que les sots prétendent toujours les dominer. Et La Rochefoucauld disait, il n'y a pas de sots si incommodes que ceux qui ont de l'esprit. Donc c'est là votre point d'accord, c'est ce que vous essayez de décrire l'un et l'autre, la bêtise de l'intelligence, mais pour aider à mieux comprendre les formes qu'elle recouvre aujourd'hui, je voudrais vous décrire une sculpture de Jean-Louis Faure, je ne sais pas si vous la connaissez, une sculpture de bois et de laiton. Pourquoi l'ai-je choisie? Parce qu'elle s'intitule précisément « Bêtise de l'intelligence ». Et son sujet, son titre, c'est Jean-Paul Sartre et Simone de Beauvoir refusant de serrer la main d'Arthur Koestler. C'est vraiment un moment particulier, paroxystique de l'histoire des idées au XXe siècle. Jean-Paul Sartre et Simone de Beauvoir rencontrent Arthur Koestler. Ils pivotent sur eux-mêmes pour ne pas lui serrer la main. Dans la sculpture, ils ne font qu'un. Pour eux, Koestler prend ses ordres à la CIA. Le monde est divisé en deux blocs. Il a choisi le camp de l'impérialisme américain. Il n'est pas fréquentable. Voilà, selon Jean-Louis Faure, la bêtise de l'intelligence à l'œuvre. Est-ce que vous seriez d'accord avec cet exemple et la définition implicite qu'il contient, Belinda Canova? Bien sûr, c'était Pierre Pachet d'ailleurs qui avait écrit ce livre, qui m'avait empêché de choisir ce titre, mais peut-être tant mieux pour moi parce que la bêtise s'améliore, m'amuse plus. Oui, c'est tout à fait ça. Ce qui est intéressant, enfin, la seule chose que nous puissions faire, je crois, par rapport à la bêtise, ça n'est pas incriminer, moquer la bêtise des gens idiots, des gens incultes, des gens mal informés, etc. Mais c'est au contraire nous placer, je dirais, dans notre propre camp, du côté de ceux qui sont nos proches. Et là, essayer de réfléchir avec eux, et parfois contre eux, à leur bêtise, qui donc nécessairement est aussi la nôtre. C'est pas se placer dans une position surplombante où tout à coup on dirait ce qui est bête et ce qui ne l'est pas, mais c'est à l'intérieur de notre propre camp, repérer les mécanismes du conformisme et de la bêtise, et bien sûr être toujours inquiet de savoir si on n'est pas soi-même concerné par cette bêtise, parce qu'on peut toujours l'être. C'est ça qui est extraordinaire et inquiétant d'ailleurs. Bien sûr, c'est ça que j'ai beaucoup aimé dans votre livre, c'est précisément quand vous parlez du conformisme. Là, je trouve que c'est un des meilleurs passages. Et entre autres, à propos du nazisme et des camps de concentration et de la prétendue passivité des Allemands qui étaient autour des camps, et vous en arrivez à parler de notre passivité à nous, finalement, devant ce qui se passe actuellement. Mais dans la bêtise de l'intelligence, il y a quand même autre chose que cette passivité des gens normaux. Il y a aussi l'intelligence en acte, et ça a un rapport. Voilà pourquoi on ne peut pas tout à fait parler comme Madame de Staël, ou alors on a ajouté un chapitre supplémentaire à l'histoire de cette bêtise de l'intelligence, au siècle de ce que Hannah Arendt appelle l'idéologie, puisqu'elle le dit. C'est très littéralement ce que son nom indique, la logique d'une idée. L'idéologie traite l'enchaînement des événements comme un seul processus obéissant à la même loi que l'exposition de son idée, et l'idéologie, dit-elle, s'affranchit de toute expérience dont elle ne peut rien apprendre de nouveau. Elle s'affranchit de la réalité que nous percevons avec nos cinq sens, et elle affirme l'existence d'une réalité plus vraie qui se dissimule derrière les choses sensibles. Elle imagine, ou elle découvre, elle croit découvrir une signification secrète à tout événement public et tangible. Donc, émancipation de la pensée à l'égard de l'expérience. Et là, on voit la bêtise de l'intelligence, puisque on se dit que on voit mieux qu'avec les cinq sens. Si vous voulez, c'est l'idée que justement, on traverse les apparences, on ne s'en laisse pas croire, on n'est pas dupe. La bêtise de l'intelligence, c'est le fait de ne pas être dupe et, ce faisant, de retomber toujours sur ses pieds,
Hein, on croit savoir, on croit connaître la logique de l'histoire, et on voit à l'œuvre deux forces. Dans quelques cas de figure, tout se réduit à l'affrontement de deux forces, et à cela s'ajoute à ce moment-là un élément moral, puisque on est non seulement du côté du vrai, mais du côté du bien. Il y a deux espèces humaines, disait Nizan, qui n'ont que la haine pour rien, celle qui écrase et celle qui ne consent pas à être écrasée. Donc je résume, deux forces qu'on voit, et la force des opprimés que l'on défend. Et c'est muni de cette double certitude, si vous voulez, intellectuelle et morale, que Simone de Beauvoir et Jean-Paul Sartre ont pu refuser de serrer la main à Arthur Koestler. Donc là, on a vu la bêtise de l'intelligence à son paroxysme avec l'idéologie. Mais justement, pour en revenir à ce que disait Hannah Arendt, à ce que vous rappeliez de Hannah Arendt, il y a quand même une façon de décrocher de l'expérience qui est typique d'une forme de bêtise, en tout cas du XXe siècle. Et c'est vrai que Sartre et Beauvoir, malheureusement, ont manifesté aussi cette forme de bêtise qui consistait à être déconnectés de la réalité des faits. Donc ils vont en Chine, ils vont à Cuba, ils ne voient rien, et parce qu'ils pensent avant de voir. Et vous me demandiez tout à l'heure aussi pourquoi j'avais mis des personnages, mais c'était pour ça. C'est parce que je ne peux pas concevoir de pensée qui ne soit pas hantée sur l'expérience éventuellement sensible, en tout cas sur l'expérience intellectuelle. Et une des formes de bêtise, on l'a vu dans les années 70. Vous vous souvenez de ce déchaînement d'intelligence qui était une forme d'intelligence hors sol, qui était de ce qu'on pourrait appeler un théorisme qui consistait à fabriquer du verbe, des mots, à se reconnaître entre soi en étant absolument déconnecté de l'expérience. Et on pourrait aujourd'hui, j'en cite quelques-unes, on peut citer des pages et des pages de cette époque qui sont mais incroyablement vides au fond et incompréhensibles. D'ailleurs, Denis Grozanovic, à propos de cette intelligence à l'œuvre dans les années 70, vous citez Gombrowicz. Oui, il avait cette devise, Gombrowicz, plus c'est savant, plus c'est bête. Oui, c'est ça. Et vous citez une phrase qui va dans le même sens. Bien sûr. Mais personnellement, c'est pour ça que j'ai terminé mon livre sur ce que j'appelle le recours au sens commun, et où je donne de larges passages de cet extraordinaire livre de Raphaël et la Capria, qui s'appelle La mouche dans la bouteille, éloge du sens commun. Parce que pour moi, quand je vous entends parler comme ça, en même temps, j'ai envie de dire, mais qu'en est-il de nous? À quel moment, justement, sommes-nous bêtes? Sommes-nous stupides? Nous montrons-nous stupides? Mais on peut toujours et donc, c'est ça le problème. Et donc, pour moi, et il me semble même, pour aller plus loin, que plus les gens sont intelligents, au sens de l'agilité intellectuelle, plus ils peuvent se leurrer et tomber dans la bêtise de l'intelligence. Alors qu'au contraire, les gens qui gardent, justement, un certain rapport avec l'expérience immédiate et certaines formes d'empirisme sont moins sujets à la stupidité de l'intelligence. Et ça c'est un peu mon thème. Et ce recours au sens commun, déjà Primo Levi en parle très très bien dans Naufragés et rescapés d'Auschwitz, quand il parle de ce maçon italien tout à fait convaincu des idées fascistes et qui est venu par sympathie pour l'Allemagne travailler dans le camp d'Auschwitz, mais quand il travaille, il construit un mur très proche de l'endroit où sont parqués donc les détenus. Et il ne supporte pas de les voir comme ça. Et donc tous les jours, au péril de sa vie, il leur amène de la nourriture. Et Primo Levi dit, c'est plus sur des gens de ce sens. Donc ils fondent sur une vieille tradition ancienne qu'il faut compter plus que sur l'intelligence intellectuelle qui, elle, peut être la proie d'égarements incroyables. Et on le voit, donc, quand on parle de Simone de Beauvoir et Jean-Paul Sartre, ce sont des gens très intelligents, mais qui se sont égarés parce qu'ils se sont égarés dans les labyrinthes d'une intelligence intellectuelle qui les fourvoie. Et c'est ça qui m'intéresse, moi. Et personnellement, c'est pour ça que il y a un moment, je fais un long passage sur ce que j'appelle le perspectivisme. Il me semble que la pensée rationnelle de notre époque, c'est séparée du raisonnable. C'est-à-dire maintenant, il y a une rationalité qui n'a plus rien à voir avec la raison. Et donc, le sens commun aussi, ça pourrait être ce relativisme qui est contenu dans ce qu'on appelle le perspectivisme. Alors, je vais lire quand même ce que le dictionnaire philosophique dit sur le perspectivisme. Le perspectivisme rejette l'idée que l'homme puisse avoir accès à une réalité objective indépendamment d'une situation, d'un contexte culturel ou d'une appréciation subjective.
il n'y a pas de fait objectif ou en soi, pas plus il n'y a de connaissance d'une chose sans la perspective d'un sujet connaissant. C'est-à-dire que les gens oublient toujours tout ce qui a rapport avec leur éducation. Par exemple, une chose très simple, c'est ce que moi j'appelle la religion inconsciente. Eh bien, justement, c'est intéressant puisque Alain Finkielkraut parle très souvent de l'école. Personnellement, pour parler de religion inconsciente, la laïque de Jules Ferry, pour moi, c'est une école catholique. Parce que les préceptes qui sont inculqués à tout un chacun sont les préceptes catholiques. Et quelle que soit finalement la confession dans laquelle on a été élevé, il y a quand même cette doxa très puissante qui est celle de l'État où on vit, de celle de la nation où on vit, qui est plus importante. Par exemple, des catholiques aux États-Unis, en réalité, ils sont quand même protestants. C'est un peu ça. Et donc, tenir compte... Pourquoi notre école serait-elle catholique ? Parce qu'en fait, tous les préceptes, le progressisme qui nous est enseigné, c'est catholique, en tout cas chrétien, mais même catholique à mon avis, parce que tous les préceptes qui nous sont enseignés vont dans le sens... issus du catholicisme. Bien sûr. Mais en même temps, Denis Grosdanvich, quand vous parlez du perspectivisme, est-ce que celui-ci ne peut pas produire sa propre bêtise, notamment avec le relativisme qui sévit aujourd'hui et à l'école? À l'école. Et d'ailleurs, c'est ainsi qu'Alan Bloom commence son livre, The Closing of the American Mind, l'âme des armées. Un professeur ne peut plus enseigner Platon parce que ça ne correspond pas nécessairement à la perspective de son étudiant. Il y a une sorte de mise à égalité des cultures, des points de vue, des perspectives, des opinions qui rend toute dissymétrie presque illégitime, si vous voulez. Donc, le processus égalitaire dans lequel nous sommes engagés, disons, ne rend pas justice aux œuvres admirables, et ce faisant, il fait de grands dégâts. Et donc, on peut parler de la bêtise, d'un certain perspectivisme ou d'un certain relativisme. Absolument. Belinda Cannon. Absolument. Moi, je le vois chez mes étudiants, puisque j'enseigne aussi. Mes étudiants pratiquent presque tous un relativisme généralisé. C'est-à-dire que quand ils lisent, comme on l'a fait récemment, un roman où il y a des cannibales, comme dans La Route de McCarthy, ils lisent un roman sur les cannibales, où il y a des cannibales, et on leur demande un peu de réfléchir à la question de la survie, ils disent « Ah, mais les cannibales, on les comprend. Si on se met de leur point de vue, on les comprend. » C'est-à-dire qu'ils n'imaginent pas une seconde qu'il pourrait y avoir un plan où il y aurait une vérité, des valeurs qui dépasseraient le point de vue individuel. Et donc ça, c'est quand même un peu le problème du perspectivisme. On peut aboutir à la relativité généralisée, donc on n'a plus il n'y a plus rien qui vaille, rien qui tienne. Je vois aussi une autre difficulté que vous pointez très bien, Denis Grosdanvich, dans votre livre, parce que vis-à-vis de la bêtise, dont on peut considérer que c'est notre ennemi intime, que nous devons lutter contre elle en nous, eh bien, on pouvait compter autrefois sur l'humour. Le perspectivisme, c'était un combat contre le dogmatisme, mais il y a un dogmatisme perspectiviste. Et puis, l'humour pose un problème, et vous le dites très bien. Il est devenu presque impossible de critiquer les pouvoirs en place au moyen de l'humour, tant celui-ci est occulté par son ersatz utilitaire, tant celui-ci se retrouve noyé dans l'eau tiède de l'humour officiel sur les plateaux de télévision, là où, hélas, se forme l'opinion d'aujourd'hui. Nous vivons aujourd'hui sous la dictature des amuseurs. Les humoristes font la loi, ils sont omniprésents, ils interviennent à la fin des émissions politiques, ils jugent les prestations des candidats à l'élection présidentielle, donc il y a un commandement martois, la dérision nous encercle, et donc voilà que l'humour, qui était un bouclier contre la bêtise, apparaît comme l'arme de la bêtise contemporaine. Oui, en fait, c'est évident qu'il y a certainement plusieurs formes de relativisme, et vous avez bien fait d'opposer L'âme des armées d'Alan Bloom, qui est un livre extraordinaire, et toute la pensée finalement dont provient Alan Bloom, qui vient de Léo Strauss, c'est effectivement une très très bonne... Et donc justement les choses se retournent, et c'est très intéressant, le relativisme se retourne contre lui-même. Mais ça, c'est justement ce que je veux montrer, et au fond on n'arrive jamais à une opinion vraiment tranchée quand même, et c'est ça qui est intéressant. C'est ça que je veux dire, c'est que ce qui me semble terrible actuellement, c'est ce dogmatisme, et pour moi, le pire, c'est que j'appelle celui de la progressive mathématisation du monde. Voilà. Et alors ça, entre autres,
puisqu'on parlait d'esthétique, il y a une bêtise esthétique, et pour moi, elle apparaît surtout à travers l'architecture moderne. Et Thomas Bernard a bien fait de dire qu'un jour, sans doute, dans un monde peut-être meilleur, si jamais ça peut se faire, les architectes d'aujourd'hui seront considérés comme des criminels contre l'humanité. Nous en viendrons à l'architecture et puis aussi à l'art contemporain, qui est très présent dans votre livre, Belinda Cannon. Mais puisque vous parliez de la mathématisation du monde de Nick Bozanovic, je voudrais m'attarder un instant justement à cet auteur que j'ai découvert grâce à vous, Raphaël La Capria, c'est ça ? La Capria. La mouche dans la bouteille et l'oge du sens commun. Parce que là, on voit peut-être la racine de la bêtise de l'intelligence. Vous dites qu'avec la révolution copernicienne, eh bien, au moins naturel, doté de sens commun et de perception immédiate, s'est substitué un moi conceptuel qui le contredisait et le corrigeait continuellement. Voilà. La Terre n'est pas plate. Donc, c'est ce qui permet de dire toujours, c'est ce qui permet à l'idéologie de se déployer, si vous voulez. C'est-à-dire, nous ne voyons pas ce que nous voyons, la réalité est autre, et c'est aux statisticiens, ou bien aux mathématiciens, ou bien à certains philosophes, de vous l'apprendre. Il y a eu une sorte de mise en cause du sens commun à partir de là, qui a comme rendu possible toutes les pathologies de la bêtise de l'intelligence. Vous seriez d'accord avec ça ? Bien sûr, et surtout, il s'en prend, Raphaël Capria, un vieil homme de 95 ans, il s'en prend à la conceptualisation. Et il a inventé un terme que je trouve extraordinaire, plein de lecteurs m'en parlent, ce qu'il appelle le conceptualisme dégradé de masse. C'est-à-dire, il est impossible maintenant, partout où on va dans le monde, d'entrer dans un café du commerce et de ne pas rencontrer quelqu'un qui a un plan de résorption du chômage, tous les problèmes mondiaux. Et alors, en fait, quand on l'interroge un tout petit peu sur ses sources, sur ses arguments, on s'aperçoit que c'est des grosses cartes postales qu'il a pris dans les journaux, et il n'a jamais vérifié ses sources ni rien. Mais quand même, on touche là vraiment la question de la bêtise et du côté insurmontable. La Terre n'est pas plate. Donc vous voyez que le perspectivisme et le sens commun posent aussi un problème. Je veux dire qu'on n'a pas on peut mettre en cause, on peut en effet analyser cette espèce de mise en cause du sens commun à partir du moment où on découvre que la Terre n'est pas plate et que le Soleil ne tourne pas autour d'elle. Mais de fait, la Terre n'est pas plate et le Soleil ne tourne pas autour d'elle. C'est bien ça notre problème. C'est que le sens commun ne suffit pas. Et c'en est la démonstration. Alors je vois bien comment la pensée se dévoie à partir de là, mais la Terre n'est pas plate, ne l'oublions pas. Oui, mais ce que veut dire Raphaël La Capria, si vous m'avez bien lu, c'est que il explique que le maniement du sens commun, c'est pour ça que j'ai appelé le chapitre la boussole du sens commun, c'est-à-dire il faut se repérer à la boussole, et il donne une très bonne manière de faire, c'est d'essayer de repérer dans n'importe quel discours le moment où d'un seul coup le discours tourne à la conceptualisation et se décolle de manière beaucoup trop dommageable de ce qui est de l'expérience. Oui, et puis ça rappelle ce que disait Husserl. Il a un article, La Terre, je ne sais pas exactement, la Terre ne tourne pas en quelque sorte. Et il dit avec Galilée, c'est substituer à l'être vrai ce qui est méthode. Donc, en tant que philosophe, il réhabilite aussi le monde de l'expérience immédiate que précisément le savoir scientifique peut nous amener à désavouer, et derrière la science peut s'engouffrer la bêtise de l'intelligence. C'est ça, c'est ça le risque. Oui, mais c'est ce que j'appelle le syndrome Copernic-Galilée. C'est vrai aussi dans mon livre. C'est vrai aussi qu'on s'est mis à douter de l'expérience dans la mesure où elle ne nous renseignait pas véritablement sur l'état du monde. Et il y a quand même, on en est venu à parler de la science. Je voulais absolument citer cette phrase de Flaubert que je cite dans le livre à propos des sciences. Il dit à un moment, dans sa correspondance, et c'est cité par Sartre quand même dans l'Idiot de la famille, les sciences procèdent par l'analyse. Elles croient que ça fait leur gloire et c'est leur pitié. La nature est une synthèse, et pour l'étudier, vous coupez, vous séparez, vous disséquez, et quand vous voulez de toutes ces parties faire un tout, le tout est artificiel. Vous faites la synthèse après l'avoir déflorée. Les liens n'existent plus. Les vôtres sont imaginaires et j'ose dire hypothétiques. Et cette pensée de Flaubert est très profonde. C'est une remise en... Et d'ailleurs, comme j'ai cité le texte de Maupassant sur Bouvard et Pécuchet, il vous montre bien que
Bouvard et Pécuchet est une remise en question de la méthode scientifique qui était à l'œuvre à la fin du 19e siècle. Et en même temps, là, je dirais comme B.D. Cannon qu'il faut pas aller trop loin, parce que d'abord la science dit une part de la vérité, et nous en sommes tous, et plus nous avançons en âge, en quelque sorte les bénéficiaires. Il y a les bienfaits de la science, moi, je dirais que avec lesquels on ne peut pas tout à fait, dont on ne peut pas tout à fait se débarrasser d'un revers de main. Non, bien sûr. Mais je veux dire, le progrès, moi je m'attaque au progrès d'une façon globale. Il est bien évident que dans certains domaines, il y a des progrès. Par exemple, en chirurgie. Je dirais qu'en chirurgie, il y a des progrès extraordinaires, en anesthésie aussi, mais pas en médecine. En médecine, il n'y a pas de progrès, il y a une régression, parce qu'on ne soigne plus les gens. Et c'est dû à des phénomènes annexes. Moi, je vis dans un endroit où c'est un désert médical. Et donc, il n'y a plus assez de médecins. Et en plus de ça, les médecins soignent d'une certaine façon qui fait qu'on ne s'intéresse plus du tout. On s'intéresse aux maladies et plus aux personnes. Si vous permettez, oui, que pour revenir à Bouvard et Pécuchet, je ne suis pas sûre que Flaubert attaque la méthode scientifique. Moi, je crois que Bouvard et Pécuchet témoignent surtout d'une espèce d'affolement de la science au XIXe siècle. C'est-à-dire qu'on est sorti de ce XVIIIe où on pouvait encore synthétiser toutes les sciences et les réunir dans un livre, dans l'encyclopédie. Vous vous rendez compte, il y a un moment où on peut mettre tous les savoirs dans un livre. Et on se retrouve dans le XIXe siècle avec cette espèce de déflorescence, de prolifération de toutes les sciences. Et qu'est-ce qu'on fait? Et Bouvard et Pécuchet, c'est eux que je vois, moi, comme des mouches en train d'essayer non pas de faire cette synthèse, elle est impossible, justement, mais de faire quelque chose avec ce foisonnement des sciences. Et c'est ça aussi qui est à l'œuvre dans Bouvard et Pécuchet. C'est l'affolement devant la prolifération des sciences. Alors, justement, il y a un grand philosophe qui a dit que chaque scientifique, maintenant, dans son domaine, amène une pièce au puzzle, mais personne ne sait s'il y a un cadre au puzzle. Ah oui, c'est ça le problème. La difficulté de notre temps. Mais revenons-en à ce dont vous avez parlé, disons, les formes très contemporaines de ce que vous appelez l'un et l'autre la bêtise. Vous avez dit l'architecture, je vous demanderai de développer un peu Denis Grozanovic, mais vous parlez, B.D. Cannon, à plusieurs reprises, dans votre livre La bêtise s'améliore, de l'art contemporain. Est-ce que vous pouvez m'en dire un peu plus ? Alors, on pourrait en parler très très longuement, mais il est évident que avec l'art contemporain, on voit des manifestations de bêtises qui, si je puis dire, sautent aux yeux, puisque on a là des œuvres qui sont des matérialisations de pensées bêtes et de présupposés bêtes. Alors, il y a beaucoup à dire, et il y a des écrivains et des auteurs qui l'ont fait largement et longuement, comme par exemple Jean-Philippe Domecq. Courageusement, faut-il. Et courageusement, très courageusement, et de façon très profonde. Mais ce que je veux dire à propos de l'art contemporain, on peut prendre un exemple. On peut prendre cette injonction de la transgression, par exemple, de la rupture et de la transgression, qui font partie intégrante de la pensée de l'art contemporain et qui ont produit des œuvres qui sont en réalité des œuvres bêtes et inintéressantes. Je citais par exemple cette machine à merde, je sais plus comment elle s'appelle, Cloaca, de Wim Delvoye. Il a fabriqué une œuvre gigantesque qui est une espèce de réplique d'un grand intestin et qui, au bout, produit de la merde. C'est une forme. Je dirais d'ailleurs, tout à l'heure vous parliez de l'humour. C'est pas l'humour aujourd'hui que je trouve à l'œuvre dans les médias et chez ces amuseurs, c'est la dérision. Et la dérision, ça ne me paraît pas une bonne perspective et un bon sentiment. Et dans cette machine Cloaca, par exemple, on est face à de la dérision. Dérision de l'art, dérision, mépris du spectateur, mépris de l'art lui-même et de la pensée, etc. Donc vous voyez, tout ça au nom de quoi? La transgression. Ah bah oui, évidemment, c'est très transgressif d'avoir fabriqué une machine à fabriquer de la merde, d'avoir mis une machine à fabriquer de la merde dans un musée. Donc voilà, là il faudrait en parler longuement et on pourrait même consacrer toute l'émission à ça. Mais dans l'art contemporain, on voit à l'œuvre des idées qui ont eu l'air d'être bonnes. Si on pense à Dada au début du XXe siècle, si on pense aux avant-gardes historiques, on voit des mouvements de renouvellement et de réinvention de l'art qui sont passionnants et qui finissent par tomber dans une espèce de répétition infinie. On ne s'en sort pas de Duchamp aujourd'hui encore. On est toujours en train d'utiliser l'héritage de Duchamp, par exemple, alors que la pensée duchampienne était passionnante. Aujourd'hui, on est dans une sorte de réplique d'Avatar absolument ridicule. De cela, et on s'en sort pas. Et vous citez d'ailleurs à plusieurs reprises un artiste
dont on a beaucoup parlé, Benedetta Cannon, Paul McCarthy, qui avait installé sur la place Vendôme une œuvre tri, un sapin géant qui me semblait ressembler à un suppositoire, mais je me trompais, c'était un plug anal. Alors, il a suscité le scandale. Et c'est très intéressant parce que il y a une rupture entre l'art contemporain et l'art moderne qui était encore habité par la passion de tout voir et qui, s'il déformait la réalité, c'était pour en extraire des possibilités cachées, maléfiques ou merveilleuses. L'art contemporain, c'est tout autre chose, c'est une fabrique de gros jouets criards, mais simplement, le public a peur de se tromper. Comme on s'est trompé au moment de la réception d'Olympia ou des Demoiselles d'Avignon, on se prosterne sans y regarder à 2 fois. Et d'ailleurs, on a intérêt à le faire parce que on est surveillé. Ceux qui n'aimaient pas Paul McCarthy ont été traités de crétins par Le Monde, et la ministre de la Culture a dit « On dirait que certains soutiendraient volontiers le retour d'une définition officielle de l'art dégénéré ». Donc, cette forme d'art prospère grâce à une forme d'intimidation, de chantage. L'art contemporain se détache de l'art moderne et, en même temps, c'est au nom des avanies dont l'art moderne a été victime qu'il peut soustraire à la critique toutes ces installations. C'est un peu, la malhonnêteté fondamentale du procédé ou du processus. Voilà, et maintenant, on a peur, depuis en effet les impressionnistes et Manet, on a peur de ne pas comprendre ce qui est en train de se passer dans l'art contemporain. Donc, on suspend absolument, on a l'impression on suspend la faculté de jugement parce qu'on pourrait se tromper, on pourrait ne pas comprendre, ne pas voir ce qui se passe. On est terrorisé, oui. Mais pour en revenir à l'architecture, je cite un moment dans mon livre que le citoyen Adrien Duport, au moment de la Révolution française, ils ont voulu réorganiser la France et il a proposé qu'on partage la France, qu'on divise la France en 80 départements carrés. Là, ils se sont dit non, quand même, c'est un peu trop géométrique. Néanmoins, les départements n'ont tenu aucun compte de la topographie naturelle, des rivières, des frontières culturelles, et on a quand même tranché dans le vif. Et je dirais que c'est ce qui nous arrive tous les jours ici. Par exemple, juste en face d'ici, le front de Seine, c'est hallucinant. Comment est-ce qu'on a pu laisser faire une chose pareille ? Eh bien, oui... Et ça fait partie de cette bêtise de l'intelligence que j'entends un peu dénoncer dans mon livre. Oui, et il y a la bêtise de l'intelligence, mais il y a aussi la bêtise, et vous en parlez, Denis Grozdanovich, que nous portons en nous, et peut-être également la fragilité de l'intelligence. Je voudrais en dire un mot parce que j'ai toujours en tête cette extraordinaire maxime de Nicolas Gomez d'Avila, l'homme ne possède pas son intelligence, l'intelligence est en visite chez lui. Je trouve cette phrase magnifique parce que quand je me réveille le matin et que je me mets à table, je me pose toujours la question de savoir si l'intelligence va venir ou non, et il arrive qu'elle ne vienne pas. Il y a des moments d'hébétude, des moments de prostration, des moments où on cherche ses mots, des moments où on est dans une espèce de marasme, etc. Et cette fragilité de l'intelligence, je crois aussi qu'il faut en dire un mot parce que elle dit quelque chose de notre intimité à tous avec la bêtise. Oui, c'est un feu qui s'entretient sans cesse. Et d'ailleurs, ce à quoi vous faites allusion, c'est exactement, enfin, autant que ce que j'en ai retenu, c'est la philosophie de Bergson. Il pense que l'intelligence n'est pas en nous. Elle est en visite en nous. Elle est en visite en nous, effectivement. Oui. Enfin, il me semble que c'est la seule conclusion que j'ai jamais tirée de mes réflexions sur la bêtise. Il me semble que la seule attitude convenable, enfin, c'est d'abord se soupçonner un peu soi-même, ou en tout cas être vigilant au fait qu'on va peut-être tomber dans la bêtise et dans le conformisme. Personne ne peut y échapper. Et moi, j'ai toujours envie de défendre ce pauvre Descartes que tout le monde attaque, parce qu'il nous a quand même donné une leçon extraordinaire, à savoir, il faut constamment vérifier la validité de ce qu'on est en train de dire, constamment se demander si ce qu'on dit évidemment je fais du Descartes un peu contemporain, mais se demander si ça n'est pas la doxa qu'on est en train de formuler, et donc être
un peu inquiet à l'égard de soi-même, et chaque jour il faut revisiter sa position, ses idées, ses pensées en fonction de cette petite vigilance, disons. Oui, mais il faut distinguer la pensée de Descartes du cartésianisme. C'est deux choses très différentes. Absolument, mais vous savez, on jette toujours le bébé avec l'eau du bain, c'est ça le problème. La doctrine des inspirés tombe en poussière. Et donc, non, le cartésianisme n'a rien à voir avec la pensée de Descartes. Le seul moment où la pensée de Descartes est reprise, c'est par Husserl dans les méditations cartésiennes. Et là, effectivement, si on avait été plus loin, pour moi, d'ailleurs, Husserl est le grand philosophe de notre époque. Et donc, ça serait intéressant de se penser, effectivement, néanmoins, là où on peut en vouloir à Descartes, néanmoins, c'est son invention de l'animal-machine. Ça fait des dégâts épouvantables. C'est comme, il faut jamais oublier. C'est repris ensuite par la maîtrise, qui va encore plus loin, puisque lui, il invente l'homme-machine à la suite de. Donc, ça, là, on peut lui en vouloir vraiment beaucoup. Mais justement, quelle place, Denis Grazaniovitch, tiennent les bêtes dans votre réflexion sur la bêtise? Ah ben moi j'ai une thèse, bon, elle est très audacieuse et évidemment elle demande d'être discutée, mais c'est un peu. J'ai tendance à penser que les animaux, dans un passé très ancien, ont choisi, si on peut dire, parce que c'est pas vraiment un choix, de ne pas développer la conscience, parce que la conscience nous menait à la névrose et finalement à une connaissance trop approfondie de notre condition mortelle. Effectivement, si la conscience est moins aiguë, on meurt moins et on est moins terrorisé. Comme nous sommes terrorisés du matin au soir, à commencer par l'imagerie médicale et puis par toutes les catastrophes, les statistiques. On est terrorisé du matin au soir. Et donc les animaux le sont moins. Moi qui vis avec des animaux, quand je parle du chat dans mon livre, et quand on voit un chat se reposer, on est pris d'une sorte de concupiscence, si on peut dire. On a envie d'être lui, parce que le chat, comme le dit si bien Claudio Magris, la citation que je donne, quand il s'allonge pour être allongé. Nous, on s'allonge toujours pour faire quelque chose, pour dormir ou pour faire l'amour. Non, le chat, il s'allonge pour être allongé et pour être là, tout simplement. Et ça, c'est une chose que je lui envie terriblement. J'aime beaucoup ce que vous dites des animaux et tous les passages de votre livre, d'ailleurs, sur ces questions-là sont très beaux. Ce que vous dites sur l'idiotie aussi, qui me touche beaucoup. Vous avez raison. Vous opposez l'idiot et le bête. Simplement, je suis pas sûre de vous suivre en revanche sur ce terrain-là de la conscience qui serait notre pire fardeau, et j'aurais tendance à opposer plutôt à cela des situations d'adhésion au monde. Je dirais, nous avons d'un côté la possibilité de développer l'intelligence et l'intelligence critique, etc. Et nous avons aussi d'un autre côté la possibilité d'adhérer au monde et de suspendre momentanément nos facultés réflexives pour être présents ici et maintenant. Ah oui, c'est le sens. C'est d'ailleurs ce que vous faites. C'est ce que vous admirez dans votre dernier livre. Absolument. S'émerveiller, qui est un petit peu l'opposé absolu de la bêtise et de la bêtise intelligente aussi. Tout à coup, si on vivait en pleine adhésion avec l'instant et avec ce qui nous entoure, avec le monde qui nous entoure. C'est ce que vous faites si bien dans ce dernier livre que j'ai lu, là, S'émerveiller. Là, je suis tout à fait d'accord. Et d'ailleurs, c'est ce que Montaigne, qui était le plus grand défenseur des animaux qu'on puisse imaginer, appelle quand même, lui qui défend une certaine forme d'ignorance, mais cette ignorance, c'est ce qu'il appelle aussi le beau savoir. C'est-à-dire, c'est une autre forme de savoir, c'est une autre forme de science. Au fond, c'est un peu provocateur, ma façon de faire, mais c'est pour indiquer qu'il y aurait une autre forme d'humanisme possible. D'ailleurs, Élisabeth de Fontenay, dans son livre Le silence des bêtes, elle indique bien qu'il y a eu deux sortes d'humanisme en Europe. Celui qui vient d'Erasme, de Montaigne, qui remonte après avec les moralistes français et qui aboutit à Nietzsche, en quelque sorte. Et puis l'autre, justement, qui part de Descartes et puis qui ensuite continue avec Leibniz et puis peut-être avec Hegel et qui, là, est à base, je dirais, grossièrement, grosso modo, mathématisante. Et donc, voilà, c'est cet humanisme-là que je défends. Et celui-là, par provocation, il parle de l'ignorance, mais cette ignorance est, en fait, un beau savoir. Mais c'est ce que vous faites très bien dans votre livre, c'est merveilleux, je trouve. En même temps, c'est pas tout à fait de l'ignorance que vous entretenez dans ce livre, Belinda Cannon, s'émerveiller. C'est précisément de l'émerveillement, cette sorte d'état de présence extrême au monde qui le fait advenir dans son éclat. Et en effet, c'est à l'opposé de la bêtise, de l'intelligence, et surtout de la bêtise de l'intelligence, en tant que celle-ci est un régime de fermeture.
Oui, Si. précisément. Tandis que Belinda Cannon. dans mon idée de s'émerveiller, il y a le fait que que s'émerveiller peut advenir devant ce que j'appelle le monde modeste, c'est-à-dire des choses sans éclat particulier, des choses qui ne sont pas spectaculaires. Un arbre isolé dans un champ, le soleil sur la haie, un animal, un oiseau, un vol d'oiseau, tout ça, ce sont des choses face auxquelles on est presque constamment, ou tous les jours, ou la lumière sur un mur dans la ville. Et s'émerveiller, c'est être capable de voir, vraiment d'être présent au monde de façon à ce qu'on le voit et à ce qu'on en jouisse, à ce qu'on l'apprécie. Alors c'est très intéressant parce que ça me fait penser à un essayiste, un écrivain inclassable qui a écrit sur l'émerveillement, Chesterton. Ah oui. Il a donné une grande place à l'émerveillement. Or, il a donné aussi, de ce que nous essayons d'appeler ici la bêtise de l'intelligence, la définition la plus radicale. Il parlait de la folie. Mais justement, sans aucun romantisme, un romantisme qui va jusqu'au Michel Foucault de l'histoire de la folie. La folie en tant que bêtise de l'intelligence poussée à son paroxysme. Il dit, le fou n'est pas un homme qui a perdu la raison, le fou est un homme qui a tout perdu, sauf la raison. Le signe le plus manifeste et le plus sûr de la folie est cette combinaison de logique absolue et d'étroitesse d'esprit. Et donc, il dit, si vous ou moi avions affaire à un esprit en passe de se détraquer, il faudrait avant tout nous soucier non pas de lui fournir des arguments, que de lui donner de l'air, de le convaincre qu'il existe quelque chose de plus pur et de plus rafraîchissant que l'asphyxie d'un seul argument. Et il dit d'ailleurs, le fou n'a pas la cervelle fêlée, mais la cervelle scellée. Et justement, de l'ouverture qu'il préconise, à l'émerveillement que vous décrivez, Belinda Cannon, il y a une certaine cohérence, enfin, ça va dans le même sens. Oui, je dirais qu'on se place à des bouts différents du spectre. Et c'est pourquoi je peux m'intéresser une fois à la bêtise intelligente et une autre fois à l'émerveillement, de la même façon que vous, Denis Grozanovic, vous parlez de la bêtise et en même temps vous placez à l'orée de votre livre cette description de Valentin, l'idiot. Et vous parlez de cette sorte de sainteté de l'idiot qui me et je dis beaucoup. que j'avais découvert chez Musil que Musil dit à un moment qu'il pense que les poètes ont beaucoup en commun avec les idiots. Et je me suis demandé si votre livre S'émerveiller n'était pas quand même en même temps une défense, peut-être pas de la poésie au sens littéraire, mais de l'attitude poétique devant le monde. C'est ça. Je cherche à décrire à approcher une façon d'habiter poétiquement le monde, pour reprendre l'expression d'Hölderlin, oui. Pourquoi des poètes pour revenir encore à la bêtise, à celle non seulement que nous constatons chez les autres, mais qui éventuellement nous habite, il y a tout ce qui relève de la timidité. Il y a ces moments où on est bête, où on trouve pas ses mots, on manque de présence d'esprit. Et j'en parle parce que c'est un des grands sujets de Rousseau. Et je n'ai pas écrit de livre sur la bêtise, mais le premier article que j'ai jamais publié, en 1974, dans la Revue Critique, s'intitulait « Bêtise de Rousseau », parce que j'avais été très frappé chez lui par cette affirmation, comment se conduire dénué de tout impromptu dans l'esprit, et il dit ceci, le parti que j'ai pris d'écrire et de me cacher est précisément celui qui me convenait, parce que autrement je n'aurais pas pu démontrer ce que je valais. Voilà. Il est devenu écrivain parce qu'il était bête, pas au sens de l'idiot de la famille de Sartre, de Flaubert selon Sartre, mais il y avait une certaine bêtise en lui qui l'a amené au détour de l'écriture. Et il y a cette phrase extraordinaire, quelle circonstance heureuse et quel triomphe pour moi si j'avais pu parler et que j'eusse eu, pour ainsi dire, ma plume dans ma bouche. Voilà. On n'a pas sa plume dans sa bouche, on est bête, alors l'écriture, c'est en quelque sorte l'esprit de l'escalier, quoi. Ah oui. On peut faire appel de sa propre bêtise. Bien sûr. Mais est-ce que vous savez au moins d'où vient l'expression l'esprit de l'escalier? Parce que j'ai remarqué que personne ne le savait. Non. Eh bien, ça vient du XVIIIe siècle, où les salons faisaient loi chez les gens, les aristocrates, et il fallait briller dans les salons. Il fallait trouver des réparties. Voilà. Et en fait,
l'esprit de la qualité, c'est les gens secondaires qui trouvaient, la bonne répartie en descendant l'escalier ensuite. Et donc maintenant, on pourrait peut-être plutôt parler d'esprit d'ascenseur, mais... Oui. Mais j'aimerais bien, moi, qu'on termine par un éloge de la bêtise, finalement. Parce que, je pense à ce que vous disiez sur Rousseau, si on ne prenait jamais le risque d'être bête, de penser bêtement et de dire des choses bêtes, mais on ne penserait tout simplement jamais. Ça, c'est très juste. Donc la bêtise, c'est aussi, ça fait partie du processus de l'intelligence. C'est-à-dire que pour arriver à quelque chose d'intelligent, je crois qu'il faut prendre le risque d'être un peu bête. Et c'est un peu de ce dont je parle aussi à la fin, en disant qu'il ne faut pas avoir peur du ridicule, c'est-à-dire ne pas avoir peur de se marionnettiser soi-même. Et donc je termine sur le théâtre, parce que je pense qu'il y a une forme d'empathie avec la bêtise dans le théâtre comique européen, à commencer par Molière, et ensuite ça continue avec Marivaux, ça continue avec beaucoup d'autres, et surtout l'un je considère comme un classique, Feydeau. Feydeau a beaucoup... Et ensuite, même le théâtre de l'absurde à notre époque, Beckett, Ionesco, Pinter, a fait un sort, a fait plutôt une place énorme à la bêtise, et qui joue le rôle de faire valoir par rapport à l'intelligence. Donc, nous autres, qui nous considérons comme des gens intelligents, ne méprisons pas trop la bêtise, parce que sinon, on ne pourrait pas briller. Non, mais moi, je me suis personnellement jamais considéré comme quelqu'un d'intelligent du fait de ces intermittences, si bien décrites dans la maxime de Gomez d'Avila. Oui, ça vient, ça va, mais c'est pas à soi, si vous voulez. C'est quelque chose de très capricieux et dont la présence est une bénédiction et l'absence fait beaucoup souffrir. Pour en revenir quand même, Belinda Cannon, à la bêtise de l'intelligence, à l'intimidation, au terrorisme qu'elle exerce, vous commencez assez courageusement votre livre, écrit déjà il y a quelque temps, par une analyse du mot réactionnaire. On n'ose pas être réactionnaire aujourd'hui. Et il faut parler d'aujourd'hui. Nous ne sommes pas allés tout à fait à l'époque de Sartre et Beauvoir. Et la forme de la bêtise intelligente, c'est politiquement correct. Alors, est-ce que de tout cela, vous ne pourriez pas dire quelques mots, l'un et l'autre? En tout cas, moi, quelques mots, parce que depuis ce livre, je l'avais écrit en 2006, publié en 2007. Et... Ça s'est pas amélioré? Non, ça a un peu changé quand même. C'est-à-dire, oui, je trouve que ça a changé. C'est-à-dire que en 2006, on ne voyait pas où étaient les réactionnaires. Il n'y en avait pas. C'était vraiment un empêchement à penser. On disait ça c'est réactionnaire, donc votre pensée est invalide. Aujourd'hui, c'est un peu différent parce qu'il est probable, parce que je trouve qu'il y a une résurgence d'une pensée réactionnaire au sens, il faut donner une définition au mot, sinon ça ne veut rien dire justement, au sens où certains font appel à des modèles passés pour analyser aujourd'hui ou pour proposer des solutions pour aujourd'hui. Donc réactionnaire, pour moi, c'est ça, c'est regarder dans le passé pour des solutions pour aujourd'hui. Aujourd'hui, on a ça. Je veux dire que depuis 2007, ça a bougé un peu. Ça a bougé, et en même temps, une des expressions les plus typiques d'aujourd'hui, enfin, l'une des façons de passer les plus typiques, c'est de tourner en dérision la formule « c'était mieux avant ». Vous dites c'était mieux avant, vous faites rire. Et quand bien même vous ne le dites pas, on vous accuse de le dire pour vous rendre complètement ridicule. Donc s'il est vrai qu'une certaine pensée réactionnaire ressurgit, les ennemis du c'était mieux avant sont très présents et plutôt vindicatifs. Oui, mais vous voyez que chaque fois, on a affaire à des mots, des notions qui arrêtent la pensée, qui bloquent la pensée. C'est-à-dire l'idée, c'est de ne surtout pas déployer, ouvrir la pensée et de la faire cesser au moyen d'anathèmes qui sont parfois un mot réactionnaire ou d'une idée. Alors, je voudrais dire un mot là-dessus parce que il me semble que précisément ce sont ceux qui à notre époque accusent les autres d'être réactionnaires qui d'une certaine manière le sont. Parce que ces gens-là, en gros, ce sont les crypto-marxistes des années 70 qui sont restés attachés aux vieux dogmes ce qu'il faut appeler d'une certaine forme populiste de l'époque. Et maintenant, il est absolument évident que les choses ont changé, 30, 40 ans après, mais ils n'arrivent pas à s'y adapter. Par exemple, les gens du peuple ne fondent plus du tout sur le marxisme, mais ça,
ils ne peuvent pas du tout s'y habituer, et ils restent attachés à leur vieille doxa. C'est pas seulement le dogme marxiste, c'est aussi une certaine idéologie libérale libertaire. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire, la société progresse vers toujours plus de droits, et ce toujours plus ne doit pas être mis en question. C'est ce qu'analyse très bien un auteur que vous citez, Denis Grozanovic, et que j'ai invité tout récemment, Jean-Claude Michéa, notamment dans son livre Le complexe d'Orphée. L'homme de gauche est condamné à gravir le sentier escarpé du progrès, sans jamais pouvoir s'autoriser le plus léger repos, ni le moindre regard en arrière. Donc règne toujours ce que Michéa appelle une étrange mystique ascensionnelle, alors que le passé, c'est aussi ce qui permet à chacun de s'inscrire dans une continuité historique et dans une somme de filiation et de fidélité. Mais tout cela, la nouvelle image du progrès, cette espèce de désaffiliation, de déracinement planétaire, le refuse et le combat très fortement. Aussi bien d'ailleurs à droite qu'à gauche. C'est ça qui est intéressant. Christopher Lasch a dit une chose merveilleuse, qui est souvent citée par Michéa, dans son livre La culture du narcissisme. Une société qui ne s'intéresse pas à son passé n'a pas d'avenir. Bien, je crois qu'on peut terminer sur cette phrase qui invitera les auditeurs à méditer. Je les renvoie aussi à vos livres, Denis Grozanovic, Le génie de la bêtise, publié chez Grasset. Belinda Cannon, vous avez publié La bêtise s'améliore chez Stock, et chez le même éditeur, vous publiez aujourd'hui votre livre dont nous avons aussi parlé, S'émerveiller. Et j'ajoute que La bêtise s'améliore se trouve maintenant dans la collection de poche Pocket. La semaine prochaine, l'émission s'intitulera « Faut-il politiser la cause animale ?» Mes invités seront Corinne Pelluchon et Jean-Pierre Digard. C'était Réplique, une émission d'Alain Finkielkraut, avec la collaboration d'Anne-Catherine Hochard et Didier Lagarde. À la technique aujourd'hui, Laure Young-Lancret. Dans un instant, Concordance des temps de Jean-Noël Jeanneney.